donner la parole à Elhadj Afidji, le fédéral de l'UFDG, si je ne me trompe pas. Et voilà. Et ensuite, il va nous faire un parallèle parce que au début du bouquin, il y a une partie qui parle de ça éventuellement. Après, FNDC aussi, il y a une partie FNDC. Justement, Lamine, normalement, il devait être là, mais puisqu'il y a un représentant du FNDC, il prendra la parole, même si c'est juste quelques minutes pour donner effectivement son avis par rapport à... Merci, M. Diallo. Et je me réserverai de faire la parallèle entre ce qui s'est passé à Soweto et à l'Axe. Pour n'avoir pas lu le livre, je ne pourrais pas faire cette parallèle. Je voudrais tout simplement remercier Madame pour avoir consigné la lutte que mènent ces citoyens dans l'Axe, et consigné dans un ouvrage qui restera dans l'histoire. Alors c'est pourquoi moi, je n'aurai pas grand-chose à vous dire, sauf que la lutte que mènent ces combattants à l'accès pour l'instauration d'une vraie démocratie. Et si vous avez vu depuis l'avènement de la démocratie en Guinée, et le combat que mènent ces jeunes dans l'Axe ne tiennent pas compte de l'ethnie, ne tiennent pas compte d'un parti politique, c'est tout simplement une lutte pour l'instauration d'une vraie démocratie, d'une démocratie durable. Alors ces combattants, vous avez vu qu'ils ont été affrontés par tous les régimes depuis Lansana Conté, depuis Alpha Condé jusqu'à aujourd'hui. Vous avez vu aussi que la violence que mène le CNRD sur l'Axe a presque éteint toute velléité de contestation. Et toute velléité de contestation dans le pays est éteinte. Raison pour laquelle je remercierai encore Madame pour avoir consigné ça dans ce ouvrage qui restera vraiment dans l'histoire. Donc aujourd'hui, ce que nous pouvons lancer comme un appel à tous ces jeunes et à l'ensemble des militants guinéens, partout là où ils se trouvent, c'est pourquoi il faut mener ce combat, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur. C'est notre devoir de continuer à mener cette lutte pour l'instauration d'une vraie démocratie dans notre pays. Depuis l'indépendance, à chaque fois qu'il y a changement, nous allons de mal en pire. Ça, je ne sais pas si c'est moi seul qui ai fait ce constat, mais nous allons de mal en pire. Nous avons vu Alpha Condé dans l'œuvre, qui avait été élu, et avait vraiment grand espoir de renforcer la démocratie en Guinée. Mais malheureusement, c'était une faillite. Et le CNRD, qui a été accueilli par l'ensemble des Guinéens et qui pensait pouvoir apporter le changement tant attendu, et c'est le désespoir encore total. Le CNRD se comporte aujourd'hui pire que tous les régimes précédents. Et sachez que la Guinée n'a toujours pas connu vraiment une démocratie apaisée. À chaque fois, nous retombons dans la dictature. Et est-ce que nous allons continuer à accepter ça, malgré maintenant la volonté de cette jeunesse de vivre cette démocratie apaisée? Donc, s'il vous plaît, je lance un appel à tout et à chacun de vous, partout où là vous êtes, de mener cette lutte, ce combat qui, seul, pourra nous libérer. Alors, je voudrais m'arrêter là encore pour remercier Madame pour avoir consigné ça dans un ouvrage. Merci. Voilà, merci beaucoup. Et je suis Eli Kamano, artiste, auteur, compositeur panafricain d'origine guinéenne. Comme il a dit tout à l'heure, j'ai commencé la musique par des imitations et j'ai commencé par le rap, ensuite le reggae, parce que je voulais me faire entendre.
parce que je supposais à l'époque que le reggae avait beaucoup plus d'audience que le rap, à l'image de Tiken Jah Fakoly, Alpha Blondy, ainsi de suite. Et depuis que j'ai embrassé ce genre musical, je ne pense pas un seul jour avoir trahi la mission pour laquelle je me suis engagé dans le reggae. Vous êtes tous témoins parce que vous connaissez mes chansons, vous connaissez ma musique et l'orientation que j'ai donnée à ma carrière. Et aujourd'hui, je participe à cet événement que je considère comme un événement très majeur dans la lutte que nous menons tous les jours contre la dictature et la forfaiture dans notre pays. C'est un travail intellectuel que Mme Valérie a réalisé. Et on dit d'un intellectuel que c'est toute personne dont l'activité repose sur l'exercice de l'esprit. Je pense qu'elle a passé des nuits blanches à réfléchir, à compiler, à questionner, à aller sur le terrain, à voir elle-même et à recueillir des témoignages. Et c'est ce qu'elle a retracé dans cet ouvrage. Mais, au-delà du remerciement que je peux lui adresser, je m'en vais vous dire qu'on ne peut pas retranscrire dans un seul bouquin le combat qu'a mené l'Axe dans la lutte pour la démocratie dans notre pays. C'est impossible. Ça ressemble à la guerre ou à la Première Guerre mondiale, soit à la Deuxième Guerre mondiale. C'est des guerres qui ont connu tellement de faits, de choses, qu'il y a eu plusieurs auteurs qui ont écrit et même réalisé des films. Donc l'Axe, c'est un cas en Guinée qui sera traité par plusieurs auteurs, par des artistes conscients. Demain, notre pays connaîtra le soleil de la liberté. Et on chantera ensemble l'hymne de la liberté. Mais en chantant l'hymne de la liberté, il y a des gens qu'on doit transcrire ou leur on doit entrer ou être transcrits dans le panthéon de l'histoire. Et ce panthéon de l'histoire, je pense qu'à la première page, les jeunes de l'Axe y figureront, s'il plaît à Dieu. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que le doyen a dit tout à l'heure une phrase qui m'a interpellé. Voilà des gens qui ont mené un combat qui n'a jamais été teinté de couleur ethnique, d'appartenance ethnique. Je me rappelle, sous le régime de Lansana Conté, le premier ministre forestier Camara, Etienne Camara, lorsqu'il avait été nommé, tout de suite, l'Axe a riposté. Et tout de suite, la Guinée a répondu. Et lorsque Justin Morel Junior, sous la gouvernance de Lansana Kouyaté, a été démis de sa fonction, pendant que, dans le traité qui avait conduit Kouyaté à être Premier ministre, à former son gouvernement, il était dit que seul Kouyaté était habilité à démettre un ministre de ses fonctions. Mais c'est l'Axe seul, je me rappelle encore, qui était sorti pour revendiquer, parce que Lansana Conté venait de violer tout de suite le traité. Donc c'est pour vous dire que c'est des choses que nous n'oublions pas, parce que nous avons une conscience historique, et c'est que malheureusement, nous avons un peuple, on est issu d'un peuple qui n'a pas de conscience historique. On oublie vite, on est amnésique. Donc moi je suis là aujourd'hui en tant qu'acteur. J'ai mené la lutte en tant qu'artiste, j'ai mené la lutte en tant qu'acteur de la société civile. Et aujourd'hui, quand on me dit, Eli Kamano, qu'est-ce que tu proposes pour un changement en Guinée? Je dis aux gens, si c'est pour reprendre tout ce qu'on a eu déjà à expérimenter dans la rue et dans la musique et dans les médias et tout, je ne suis pas dedans. Mais si vous venez avec une autre approche pour une sortie de crise, je m'engagerai. Ce qu'elle a fait, elle doit être accompagnée, elle doit être encouragée, parce qu'il est quand même rare que des femmes dans notre pays, ça appartient à une autre génération, mais il est rare quand même que des femmes aujourd'hui dans notre pays aient une conscience élevée à ce niveau pour transcrire ou écrire un livre qui retrace le combat d'un axe qui a été ségrégué, qui a été stigmatisé. Donc moi je la félicite, je vais acheter le livre, Inch'Allah, et je vais lire le livre, parce qu'il y a tout de suite là des questions que j'ai posées à madame par rapport au nom Soweto, à ce parallèle qui a été fait entre Soweto et Bambeto. Mais elle m'a expliqué, j'ai été convaincu par ses explications, et donc je vais aussi essayer de lire pour mieux comprendre. Et si je ne le comprends pas, je vais revenir vers elle pour dire, madame, on peut continuer la discussion. Merci beaucoup et bienvenue en fait. Merci, merci, merci. Alors, je vais être très bref.
ce que je vous demande, achetez le bouquin. Comme M. Elika Mano, un plaisir de vous rencontrer, c'est la première fois, mais je suis très très éloquent, très engagé. Merci. Ce que vous avez dit là, la question que vous avez posée, hier je me suis posé la même question. Parce qu'en fait, moi je ne suis pas de la dernière pluie, hein. Je suis un produit semi-fini de la GRDA. Donc, je connais bien la Guinée politiquement, socialement, économiquement, culturellement, de vue système éducatif. Dans les années 70, j'ai bien suivi l'apartheid. Et pour rappel, c'est un Guinéen natif de Koya, Ashkar Marof, qui fut le premier rapporteur des Nations Unies sur l'apartheid, au temps du secrétaire général de l'ONU, UTANT. D'ailleurs, à cause de son rapport qui fut excellent, apprécié par Indira Gandhi, Nehru, Sukarno, tous ces grands hommes, les Nations Unies ont voulu le débaucher à cause de son rapport. Et ça a créé le Kambouaro. Et il n'est plus sorti. Donc j'allais vous poser la question, un peu plus tard, pourquoi Soweto? Parce que quand pour moi on dit Soweto, je vois Steve Biko. Exact. Etc., etc. Donc ce que je m'en vais vous dire, c'est très important. Je la suis également, Valérie. Permettez-moi de vous la Valérie. La question que je me suis posée, je la vois en Guinée, au Fouta, partout. Mais cette dame, c'est qui ça? À Bokeh aussi. Bokeh, partout. En Corée aussi. Après, je me rends compte qu'elle n'est pas guinéenne. Elle est loin de la Guinée. Mais très loin. Mais tout le temps, elle parle de notre pays. Et mon frère, Elie, vient de dire, c'est quand même une première. Il faut l'avouer. Je connais des gens qui passent dans des partis politiques, par-ci, par-là. Moi, ça me fait rigoler quand je les vois. Mais vous m'étonnez. C'est maintenant que je viens de voir votre nom sur le bouquin. C'est pourquoi je me suis précipité. J'espère que vous n'êtes pas déçu. Non, mais je suis dépassé par... Moi, je suis choqué. Mais c'est vrai. Donc, achetons ce bouquin-là. Moi, je ne regarde pas le prix. Je regarde le contenu. Et je regarde et j'apprécie hautement le travail intellectuel de notre sœur africaine. Et j'ai lu l'introduction au niveau de la... J'ai compris tout de suite, parce que quand on prend un bouquin, il suffit de lire l'introduction, on sait ce qui se passe. Exactement. Achetons ce bouquin-là. Ne regardons pas le prix et encourageons-la. Je m'arrête là et je vous remercie et je te remercie aussi. Merci beaucoup. Avant de vous parler brièvement de ce livre, je voudrais partager un texte qui est à la fin du livre. C'est celui que j'ai choisi en tant qu'auteur. Je vais vous le lire. Et après, on va continuer. En cette matinée du 1er mai 2025, sous un soleil de plomb de Conakry, je me rends au cimetière de Bambeto, accompagné de Nyota, ma collègue, de Mamadou Sirebari, Tofan, mon contributeur principal et mon ami devenu frère, Dr Mamadou Bella Diallo, et d'autres jeunes de l'ARS. Le moment était solennel et je tenais à le vivre. L'histoire que j'étais sur le point de publier, ces jeunes qui dorment dans le cimetière de Bambeto l'ont écrite avec leur sang. Un lieu silencieux et empreint de solennité se dresse dans la capitale guinéenne comme un gardien de la mémoire, un témoin du sacrifice de ceux qui, jeunes et pleins d'espoir,
ont versé leur sang pour la liberté d'une nation. À m'y rendant, j'ai éprouvé une profonde sensation de douleur, de respect, de recueillement et d'humilité. Ce lieu, modeste dans son apparence, mais d'une grandeur infinie par l'héritage qu'il porte, abrite les restes de ceux que l'histoire a parfois oubliés, mais qui ne seront jamais effacés ni du cœur du peuple guinéen, ni de la mémoire collective universelle. Certains jeunes de l'Axe, ces héros souvent anonymes, sont là, dans le silence du cimetière de Bambeto, non pas simplement comme des victimes de la répression politique, mais comme des symboles vivants d'une époque révolue où l'âme de la Guinée s'est forgée dans le feu de l'injustice. Ils sont tombés à la fleur de l'âge, avec l'idéalisme de ceux qui croient que l'on peut changer le cours de l'histoire. Leur sacrifice n'a pas seulement marqué l'histoire de leur pays, mais a tracé dans les cendres de leur vie la voie et les principes de la dignité humaine. Rendre hommage à ces jeunes, avant de parler de leur histoire, c'est leur rendre leur pleine humanité. Ils ne sont pas de simples instruments d'une cause, mais des individus, des fils et des filles de cette terre, qui étaient animés par des rêves de liberté. C'étaient des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, qui ont choisi par un élan de courage que l'âge ne permettait pas de comprendre, de se dresser contre des dirigeants tout-puissants. Leurs voix n'ont pas été entendues dans les salons ouatés des diplomates, mais ont d'abord résonné dans les ruelles poussiéreuses de l'Axe, puis dans les foyers où l'espérance d'un avenir meilleur brûlait dans chaque cœur, et aujourd'hui dans le monde entier. Au cimetière de Bambeto, la terre est lourdement marquée par leur passage. Chaque tombe porte le nom d'une voix, réduite au silence. Chaque geste posé par rapport à ces jeunes est une promesse que leur mémoire ne sera jamais effacée. En posant un pied sur ce sol sacré, on ressent une urgence silencieuse, celle de ne pas laisser l'histoire s'éteindre dans les ténèbres du passé. Il n'est pas seulement question de commémorer leur vie, mais de faire résonner leur héritage de combattants pour la liberté dans le présent et le futur. Ces jeunes de l'Axe ont versé leur sang pour que d'autres puissent respirer l'air de la liberté, parler sans crainte, rêver sans chaîne. Il était donc impératif, avant de publier leur histoire, de marquer un silence solennel. Ce silence est un hommage non seulement à leur vie fauchée, en pleine jeunesse, mais aussi à l'intensité de leur engagement. Leur sacrifice n'est pas un simple fait historique, il est une invitation à la réflexion, une leçon d'amour de la patrie, de la solidarité et de justice. En rendant hommage à ces jeunes, on ne fait pas seulement un acte de mémoire, on renouvelle l'impératif de défendre les valeurs pour lesquelles ils ont donné leur vie. Cette visite, ce bref pèlerinage au cimetière, a réveillé en moi une conviction. La Guinée doit honorer ses héros, non seulement en se souvenant de leur sacrifice, mais aussi en vivant selon les idéaux qu'ils ont défendus. Chaque visiteur qui foule ce sol sacré est un témoin du devoir qui nous incombe. Fait vivre l'héritage de ces jeunes dans l'action et dans l'esprit, pour que leur sacrifice ne soit jamais un souvenir vain, mais un guide lumineux pour les générations futures. Ainsi, en ce lieu où reposent les martyrs de la démocratie, je suis frappée par cette vérité profonde. Rendre hommage, c'est non seulement respecter des vies sacrifiées, mais c'est aussi leur offrir une place vivante dans le tissu de notre présent. Ce n'est pas seulement un devoir de mémoire, mais une obligation de continuer la lutte qu'ils ont entamée. Et chaque fois que nous nous souviendrons d'eux, chaque fois que nous poserons un regard sur leur tombe, nous saurons que la flamme de leur engagement brûle toujours dans l'âme de la Guinée et de toutes les personnes soucieuses d'un monde qui respecte la dignité humaine.
À travers nos voix, excusez-moi, à travers nos voix, leur silence sommera en clameur assourdissante. Que leurs âmes reposent en paix. Mesdames et messieurs, je voudrais prendre une minute avec vous pour nous souvenir de ces jeunes et de tous les Guinéens qui sont tombés pour les valeurs de la liberté et de la démocratie. Excusez aussi pour le retard. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole, d'abord parce que ma consoeur disait qu'elle était en retard. Moi aussi, je sais que la salle ferme tôt, donc voilà, je vais être assez bref, d'autant que voilà, je n'avais pas de sujet précis sur lequel préparer, donc je voudrais rebondir sur ce qui a été dit à propos de la jeunesse, non pas le passé mais l'avenir. Parce que j'imagine que la jeunesse guinéenne actuelle, elle se pose des questions sur quoi faire. On va dire, pour simplifier, qu'il y a une jeunesse, quel que soit le régime, de toute façon, on se rend compte qu'il y a peu de perspectives, donc elle émigre, on va dire, en Amérique ou en Europe, voire même en Asie maintenant. Il y a une jeunesse actuellement, alors, qui est limitée, il faudrait la compter réellement, qui soutient le régime. D'une part parce que les dirigeants sont jeunes par rapport à ce qui se faisait avant, et d'autre part, ces dirigeants jeunes ont coupé l'herbe sous le pied des anciens dirigeants pour, soi-disant, en tout cas en mots, rénover. Donc il y a plein de jeunes qui se trouvent avoir des responsabilités, à tort ou à raison, mais en tout cas réellement, et donc qui de ce fait soutiennent le régime, en disant que c'est le changement. Et enfin, il y a également une troisième jeunesse, je dirais, qui, elle, est bien consciente des difficultés et que ce régime-là n'apportera rien, finalement. On lui a laissé sa chance. Et on voit que ce sont des gens qui viennent là pour profiter, point. Et donc, c'est à celle-là surtout que je m'adresse, puisque c'est elle qui se pose des questions. Ceux qui ont choisi d'immigrer, ils sont partis. Peut-être qu'ils reviendront en Guinée, mais au moins ils sont partis. Ceux qui soutiennent, ils soutiennent. Et les autres se demandent, notamment ceux de l'opposition, que faire. D'autant que leurs dirigeants parlent beaucoup, mais finalement, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Alors on se dit, bon, c'est peut-être la guerre d'Iran qui va faire. Hier, il y a eu le Covid, Doumbouya est malade. Enfin bref, il y a peut-être un événement extérieur qui va faire que les choses vont changer. Mais bon, si on attend qu'il pleuve, on peut attendre longtemps. Donc, pour rebondir sur ce qui a été dit, moi je crois qu'il faut préparer l'avenir. L'avenir, il peut commencer dans 10 ans. C'est vrai, comme il peut commencer dans 6 mois. Personne ne sait. Et préparer l'avenir, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait? Alors évidemment, il ne s'agit pas de refaire le monde. Il s'agit de s'occuper, on va dire, des secteurs qui sont très importants. Par exemple, l'éducation. Ça concerne la jeunesse, bien sûr, mais ça concerne toute une population parce que c'est par l'éducation qu'on s'émancipe. Bon, la santé, éventuellement. Et puis, j'allais dire entre guillemets, les investissements productifs. Parce que bon, en ce moment, il y a beaucoup de gaspillage pour dépenser d'ailleurs des choses qui profitent à d'autres. Hein, quand on achète des systèmes de surveillance, on se dit, on surveille quoi? Et ça sert à qui? Ça profite à qui? Ça fait 60 ans que, plus de 65 ans que la Guinée est indépendante. En matière d'éducation, il y a eu le français, il y a eu les langues nationales. Est-ce qu'on apprend encore nos ancêtres les Gaulois? En tout cas, c'est pauvre, il n'y a rien. Moi, j'écoute les réformes, rien ne se fait. Hein, on construit des routes avec l'argent d'autrui, d'ailleurs. Et donc, voilà, moi, c'est sur ce point-là, je voulais que les jeunes se disent, bon voilà, on va imaginer demain, alors ce qui n'empêche qu'il faut vivre au jour le jour, hein, mais ça bon,
comme dirait l'autre, ils n'ont pas attendu après nous pour le faire, hein. Chacun se débrouille à sa façon, mais l'important c'est que quand ça va arriver, et ça viendra, et peut-être plus vite que prévu, parce que là actuellement, vous avez entendu parler, il y a ce qu'on appelle la crise de liquidité. Bon, les gens, l'économie, c'est peut-être pas trop leur truc, hein, on s'intéresse plus à la politique qu'à l'économie. Or, le problème, c'est que c'est l'économie qui dirige. Hein, il faut savoir que c'est celui qui a l'argent, qui commande, qui paye. Donc, et ça dans tous les pays. Donc Mandela, s'il n'a pas d'argent, c'est un dictateur. Hitler, s'il a de l'argent, tout le monde le suit. Donc ça, il faut être clair là-dessus. Et donc là, il y a un problème de confiance. Et donc, il n'y a plus d'argent. Y compris à l'extérieur, il va y avoir des soucis. Et donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, comme on ne sait pas ce qui va se passer et qu'on n'est pas devin, eh bien, il faut s'y préparer. Et s'y préparer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain il y a une transition, parce qu'on imagine mal des élections après un régime militaire, donc il y aurait forcément une transition, alors une transition qui serait subie, hein. Encore une fois, ce n'est pas le gouvernement actuel qui cherche à faire une transition, ce sont les événements extérieurs qui vont amener à ça, d'une manière ou d'une autre. Donc s'il y a une transition, ben, il faut que les gens aient des choses à proposer. Et il faut que les jeunes se lèvent, les femmes aussi. Hein. Bon, moi, j'ai toujours dit que la femme, c'est l'avenir de l'homme, mais la femme, c'est l'avenir de la Guinée. Ça veut dire que les femmes, elles sont terre à terre, hein, comme dirait l'autre. Donc, elles sont dans la construction. On construit, on n'achète pas justement des avions, des voitures, des systèmes de surveillance qui servent à rien. Même si on construit des maisons, bah, c'est au moins une maison qui est en Guinée. Donc pour ça, les femmes sont plus solides. On parle beaucoup, hein, tous les régimes précédents, y compris celui d'avant, disaient qu'il fallait que les femmes participent, mais elles n'ont jamais dépassé 30%. Et souvent dans des ministères de seconde zone. Or, elles sont majoritaires. Donc ça veut dire qu'il faut 50% de femmes obligatoirement. Il faut 50% de femmes obligatoirement. Donc, moi, ce que je voulais dire à la jeunesse que j'ai déjà rencontrée, j'ai déjà vu des choses, j'ai déjà participé à des créneaux, mais malheureusement, par exemple, là, en ce moment, il y a eu une transition militaire. Alors certes, les militaires, on peut difficilement discuter avec des militaires, mais disons qu'il y a peu de propositions, quoi. Tout ce qu'ils ont fait, c'est d'en mettre plein la vue aux gens, c'est-à-dire donc on construit des choses pour éblouir, pour dire, ah, vous voyez, nous on fait des choses, sauf que bon, maintenant, comme on dit, à un moment donné, le maçon, quand il est au pied du mur, on voit ce qu'il a fait, on se rend compte que bon, c'était pas forcément avec le bon argent, enfin celui qu'il fallait, ou de toute façon, les projets, ils avaient été initiés. Moi, j'ai combattu Alpha Condé dès qu'il est arrivé. Il n'empêche, dans son deuxième mandat, il avait fait des choses qui arrivent, les projets qui ont été initiés, ils ont été initiés pendant le deuxième mandat. Donc, tout ce qui est arrivé après, l'argent, ça ne tombe pas du ciel. Donc voilà, non, je ne vais pas m'éterniser, encore une fois. Moi, je vais essayer, à ma petite échelle, parce que comme on dit, qui ne fait rien, qui ne dit mot constant, donc c'est bien de critiquer ce qui existe, mais si on ne se manifeste pas, si on ne fait rien, finalement c'est qu'on est d'accord avec ce qui se fait. Donc avec d'autres, on a commencé à réfléchir, mais on aimerait bien évidemment que ce soit des jeunes qui participent. Donc on va essayer d'initier des mouvements de jeunesse, mais quand je dis des mouvements, c'est pas pour aller faire des manifestations ou quoi, c'est pour préparer des choses. Voilà. Encore une fois, dans les secteurs clés, préparer des choses concrètes. Hein. Il y a le stratégique, il y a l'opérationnel. Il y a ce qu'on veut dans 15 ans, parce que si on n'a pas d'objectif, on va nulle part, hein, on vit au jour le jour. Et puis il y a ce qu'on peut faire pour y arriver. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire sur la jeunesse future. Merci. Si tu permets, je vais faire une petite observation, s'il te plaît. Juste c'est par rapport à l'exposé, brillant exposé de madame. Vraiment, je la félicite. Franchement, elle a résumé le livre et j'ai eu l'impression de le lire là. Franchement. Il y a une analyse pertinente et très aboutie.
je n'avais pas connaissance de cette thématique. Je pensais que le livre parlait que des questions justement de lutte de la jeunesse, de l'axe et tout et tout. Mais elle a développé ici une thématique, c'est-à-dire M. Barry aussi, c'est M. Barry, hein? M. Barry aussi vient de parler de cette thématique. C'est quoi? C'est-à-dire que voilà un pays où la jeunesse n'est jamais préparée après les événements de transition, les événements transitoires qui arrivent dans notre pays. Avec Mamadi Doumbouya, M. Barry dit qu'il n'y a pas eu peut-être de proposition concrète. Elle l'a dit, madame. Il y en a eu. On a proposé des choses au CNRD. On a proposé des schémas au CNRD. Le CNRD a tout simplement refusé d'expérimenter des propositions qui lui ont été soumises par M. Cellou Dalein Diallo, par M. Sidya Touré, par le FNDC, par toutes les entités qui se battaient sous Alpha Condé. Moi, personnellement, j'étais un conseiller dans l'ombre de Mamadi Doumbouya. Il n'y a pas ce que je ne lui ai pas dit par rapport même à la lutte de Rawlings et aux solutions adoptées par Rawlings pour faire du Ghana ce qu'il est aujourd'hui. Mais il a tout simplement refusé d'écouter ceux qui faisaient ombrage à ces autres-là qui voulaient manger à la mangeoire. C'était ça, c'était un combat entre ceux qui voulaient que la Guinée reparte à ne pas commettre les mêmes erreurs qui ont été commises sous le régime de Alpha Condé et ceux-là qui voulaient le maintenir dans un carcan de détournement, de vol organisé, de crime et tout. Et donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que le plus grand obstacle auquel nous faisons face, c'est qu'il n'y a pas d'unité d'action dans la lutte que nous menons. Il y a trop d'entités, trop de mouvements qui n'arrivent pas à fédérer et à faire une synthèse exactement de la lutte. Et ce qui va se passer, comme il l'a dit, si aujourd'hui il y a coup d'État en Guinée, excusez-moi du terme, le mot imbécile n'est pas trop fort, c'est les imbéciles qui vont se lever, ils vont prendre le pouvoir là-bas, et nous autres là, on va rentrer et on va subir encore. Pourquoi? Parce qu'on a encore le temps de se mettre ensemble, de fédérer nos forces, mais on ne le fait pas. Et donc, ça me surprend et ça m'amène d'ailleurs à m'encourager à acheter le livre, parce que je n'étais pas venu prêt, mais je vais l'acheter à cause de cette question, parce que je veux savoir ce qu'elle a proposé par rapport à cette thématique. Elle est pertinente. Merci beaucoup. Merci. Je peux ajouter quelque chose. En fait, merci Dr Barry, merci M. Kamano. Et je voulais dire la justice transitionnelle. Les pays, il a parlé de ce qu'on doit faire après, mais je voulais aussi souligner que la liberté et la plateforme sur laquelle, donc vous pouvez avoir des bons manuels de ce qu'on va faire. S'il n'y a pas la liberté dans le pays, ça ne va pas se faire. Donc ce que moi je proposais qu'on fasse vraiment, pas juste dire, vraiment un manuel de justice transitionnelle. Parce que la libération d'un pays, on ne sait pas d'où il vient. Tout à fait. Les gens ne savaient pas qu'un jour Mandela serait dehors. Ouais. Mais à cause du grand concert de Wembley, d'ailleurs on a dû appeler les gens de gauche à droite, arrêter de dire à la radio que c'est un terroriste. C'est pour lui qu'on est en train de faire le concert. Donc, munissez-vous d'un savoir stratégique. D'abord pour mener la lutte. Et je fais beaucoup de critiques de la résistance guinéenne. Je lui donne aussi beaucoup d'admiration. Mais il y a beaucoup de choses qui font que les gens n'avancent pas. Et une des choses, c'est que les gens ne sont pas prêts. Par exemple, quand sous Comté, quand ils ont fait fléchir Comté, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est lui encore qui a proposé ses propres personnes et alors c'est les jeunes qui sont venus? Donc, former, il ne faut pas juste combattre, c'est vrai qu'on a des conférences et tout, mais il faut conscientiser sur l'oppression, comment ça se déploie, quelles sont les attitudes à prendre devant les gens qui vont vous détruire ou vous faire comprendre que c'est vous le mauvais. Tous ces phénomènes-là, il faut les connaître.
faut les connaître. La violence parallèle. Aujourd'hui, on dit il y a une problématique et un problème de liquidité. Qu'est-ce qui se passe? On dit que ce sont les échangeurs Peul qui ont bloqué l'argent. De ça, on appelle ça a un nom. C'est la violence parallèle. Il faut qu'on comprenne et qu'on sache déconstruire ça. C'est la même chose quand il y avait, quand les prix ont flambé sous Comté. Tout ça, j'ai lu. J'étais pas là, mais j'ai lu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ce sont les commerçants qui ont fait flamber les prix. Les gens qui connaissent l'économie, comment ça fonctionne, ils savent que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, la connaissance stratégique pendant la lutte, pas juste avoir des assemblées, mais avoir des cellules de formation sur ce qu'est l'oppression, comment elle se déploie, comment on la combat au jour le jour. Voilà. Et la deuxième chose, un savoir stratégique et un plan bien élaboré de la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, c'est une transition où il y a eu pas seulement une guerre comme au Rwanda ou une guerre civile au Burundi ou l'apartheid en Afrique du Sud. Partout, il y a eu la violence étatique. Pour sortir de ça, surtout si ça a été très long, il faut une justice transitionnelle, l'établissement de la vérité, l'écoute des victimes. Et puis, une justice transitionnelle, elle n'est pas rétributive. C'est pour reconstruire le tissu social. Et je peux vous dire, le discours de Mamadi Doumbouya aux Assises de mars 2022, c'était justement ça. Il commençait son discours en disant « Les Guinéens se sont fait mal depuis longtemps. Aujourd'hui, nous allons apprendre à nous regarder les yeux dans les yeux et à aller au tréfonds de notre âme. » Il avait le discours. Et comme le disait M. Kamano, qu'est-ce qui s'est passé entre ce discours-là et ce qui s'est passé après? Donc il faut être vigilant. Parce que si vous avez une proposition il ne faut pas négliger aussi la communication internationale. Vous avez une proposition de justice transitionnelle. Dès que vous sentez qu'il y a un changement, commencez à faire la com. Parce que la lutte, ce n'est pas que national. Beaucoup de luttes ont bénéficié pas nécessairement l'ONU. Moi, j'ai travaillé pour l'ONU, mais je n'ai pas beaucoup de croyances dans l'ONU. Mais il y a quand même des entités qui peuvent participer internationalement et qui peuvent appuyer la lutte. C'est à eux qu'il faut adresser ce genre de document. Pas juste le mettre dans votre chef. Voilà. Voilà, merci. Merci. Je voudrais tout simplement rebondir sur ce que vient de dire M. Eli Kamano tout à l'heure. Il était bien dans l'arène du pouvoir. Il est informé de ce qui se passait. Il n'est pas sans savoir qu'à l'UEPG, on a été accusé d'avoir soutenu un coup d'État. Mais qui aurait cru, après avoir écouté Mamadi Doumbouya, le discours de Mamadi Doumbouya, qu'il allait avoir un tel comportement? Donc, le président Cellou Dalein Diallo, avant d'être homme politique, c'est un homme d'État. L'intérieur supérieur de la nation, c'est ça qui le préoccupe. Après avoir entendu ce discours, le président, il a fait le tour des institutions internationales. Il a fait rencontrer les chefs d'État. Il est allé à la CEDEAO, partout, pour défendre la junte qui est arrivée par effraction au pouvoir, en tenant compte de leur discours. Et beaucoup même attribuaient ce discours à l'UFDG. Sans le savoir, non. On ne savait absolument rien. Mais le président s'est investi auprès de cette junte pour essayer de le ramener à la raison. C'est une des raisons principales du divorce entre le président Cellou Dalein Diallo et le CNRD. Vous avez suivi ce qui est arrivé ensuite. Et toutes les personnes qui se sont investies pour orienter le CNRD à être sur le droit chemin, remettre le pays sur le droit chemin, ont été repoussés d'office. Je pense qu'en Guinée, c'est un système qui tient le fil. Et c'est ce système qu'il faut démonter.
Parce que autrement, tel que vous avez dit tout à l'heure, il y aura encore une nouvelle transition et ça va se répéter, les mêmes choses vont se répéter, on va être dans un circuit où on n'en sortira pas. Alors, c'est à la jeunesse d'être debout pour ne pas être vraiment, faire comme le mouton de Padre, suivre. Là, croyez-moi que le CNRD, beaucoup de jeunes, je me pose la question, pourquoi ils suivent le CNRD aveuglement? Ce n'est pas parce qu'ils ont peur. Ils ont du boulot. Non. Cherchons à défendre l'intérêt supérieur de la nation. Et sachant que personne n'a choisi d'être guinéen, nous sommes tous nés guinéens d'abord, avant d'être d'une telle ou telle ethnie. On est tous appelés à vivre sous le même toit, qui est la Guinée. Tous ceux qui s'investissent pour une entente dans ce pays sont les bienvenus. Mais nous avons vu avec le CNRD, ces personnes-là sont les malvenus. Parce qu'ils ont tous été repoussés l'une après l'autre. Et c'est ce qui nous a conduits là où nous sommes aujourd'hui. Alors, le problème ethnique, c'est un problème vraiment, c'est très grave. Et j'aurais préféré que les intellectuels guinéens luttent contre ça. Et ils se sont mis en silence en Guinée. On a vu un Thierno Monenembo qui se bat comme un lion, et tout seul. Je pense qu'ils devraient tous se retrouver autour de lui, parce que seuls eux qui peuvent conduire la nation et sortir le pays de cette situation. Je vous remercie. Merci. Je voulais juste une minute. C'est pour ça que la connaissance stratégique est très nécessaire. Si on avait vraiment fouillé, on saurait qu'il y a des possibilités que chaque régime dictatorial qui émane d'un coup d'État a 90% de chances de s'enliser et de devenir dictateur. Et ça, c'est dans les recherches. Donc, c'est toute cette connaissance-là qu'il faut avoir. Et donc, à la place d'aller peut-être parler pour la junte, son Excellence Cellou Dalein Diallo aurait pu aller avec un document disant, voilà, nous avons eu la transition, mais voilà, la justice transitionnelle, le programme que nous avons, c'est ça. Ça a été fait. Ça a été fait. Ça a été fait. Ça a été fait. Tout le monde a fait. Ouais. Ça a été Ça a fait. été fait. Juste ajouter. Soyez bref parce que... Oui, bref, c'est par rapport à Thierno Lembo. Pourquoi il ne change pas? C'est une question historique, ça. Vous savez comment il est parti en Côte d'Ivoire? Moi, je le connais depuis 1972. Hein. C'est là où on disait il faut tirer à la frontière sans sommation. Les Thierno Lembo sont rentrés en Côte d'Ivoire, ils n'avaient pas leur bac. C'est un scientifique, hein, c'est pas un littéraire, je le connais très bien. Il sait où il a commencé l'histoire, ce qu'il a vu, parce que la plupart des gens qui sont là sont venus en quelle année, je sais pas moi. Ils ne connaissent pas bien la Guinée. Voilà, lui il connaît la Guinée. C'est pourquoi il ne change pas. En fait, les plus âgés que nous, mais moi j'ai vu la Guinée. Je ne change pas parce que si je change, je me serais trahi moi-même. Et il ne faut jamais oublier. N'oubliez jamais, il y a 2 ans, 3 ans, nous on a dit aux gens ici, vous fatiguez, c'est le PDG qui vient là. C'est la même technique de terreur, de machin et tout. Si Condé avait fait ce qu'il fallait faire, on ne serait pas là aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Je dois aussi signer pour les gens qui ont acheté le livre. Je suis désolée. Parce qu'ils veulent- On a eu-
historiques, on les recueille. Et alors, je passe des journées à Matoto chez la dame qui gardait ses enfants. Et je contribue financièrement et elle donne son temps et les autres aussi sont autour. C'est au cours de ces visites-là, quand je vais rentrer, on va me dire que je ne peux pas me rendre à Nongo. Et pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes motards qui ont fait, qui font la manifestation. Mais c'est le discours qui a entouré cette conversation qui m'a interpellée. Je vais poser des questions simples. C'est qui alors ces jeunes? Et je vais avoir des réponses. Ce sont des loubards. Ils habitent, ils ont cité les noms à l'époque, je ne pouvais pas retenir. C'est des bandits, c'est des drogués. Et alors, des drogués sur des motos, ils font comment et tout. Mais je n'ai pas voulu m'engager dans la discussion parce que je n'avais pas d'éléments. Et j'ai choisi d'aller me promener au marché de Matoto en attendant que la route se libère et que je rentre. Mais à partir de ce jour-là, j'ai senti que, en tant que personne qui travaille dans le domaine des conflits et des sociétés qui vivent sous des dictatures, des sociétés en transition, je savais qu'il y avait un discours de discrimination. Ces jeunes-là, ils sont des loubards. Eux-là même, ils veulent quoi? Donc quand vous posez, et la prochaine fois que vous vous retrouvez devant un discours qui pose les autres et eux, qui dit eux et nous, sachez que vous êtes devant une situation de discrimination. Ça, c'est vraiment un indice. Et alors, en 2018, après la publication de mon livre, je vais croiser M. Bouria, que j'appelle Dib, Ibrahima Bouria Diallo, qui est devenu comme un frère et qui travaillait à l'époque sur une page qui s'appelle Génération qui ose et apte. Et d'ailleurs, j'ai discuté beaucoup sur le nom, et plus tard, c'est eux qui avaient raison. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai vu comment les choses se déployaient, et leur nom était vrai. Et ils travaillaient avec le monsieur qu'on a présenté tout de suite là, monsieur Saliou Bari, qui est là. Et alors, je commence à lire leur page de théâtre, qui s'appelle Soweto ou le cri de l'espoir. Au moment où tout le monde était convaincu que c'était une nation perdue, les Noirs n'allaient jamais avoir une place en Afrique du Sud sous l'apartheid, il a écrit Soweto ou le cri de l'espoir. Et vous savez quoi? Après que l'ANC ait gagné les élections en 1914, le Burundi était en crise. Vous savez qui a été le médiateur dans les discussions entre les Burundais à Arusha? C'est Mandela. Donc c'est pour vous dire que la lutte pour la dignité humaine, c'est une responsabilité morale. Parce que quelque part, quand tu libères quelqu'un, tu ne sais pas qui tu vas libérer, qui va te libérer demain. Quand Kamatari a écrit Soweto, le cri de l'espoir, il ne savait pas qu'un jour c'est Mandela qui va. Mandela était, à l'époque, il était encore appelé terroriste. Mais il ne savait pas que ce sera le notable qui va venir nous unir, nous les Burundais, à Arusha. On m'a posé beaucoup de questions parce que j'ai beaucoup, d'après les Guinéens, j'ai beaucoup de péchés. Je suis d'abord femme et je parle un peu trop. Parce que, voilà, et ça m'étonne parce qu'apparemment, le nom de votre pays, ça veut dire une femme. Ça, c'est une contradiction, à moins que ce n'est pas la vérité. Le deuxième péché, c'est que je suis dans notre pays. Et ma question est, si la maison de mon voisin est en train de prendre feu, dois-je juste passer parce qu'il n'y a pas de relation entre ces personnes et moi? Oui. Le Burundi a connu des problèmes. Donc, ça veut dire que si je vois un autre pays qui a des problèmes, je ne vais pas en parler. Si vous étudiez bien l'histoire de la résistance, vous allez voir que la plupart des fois, ceux qui ont libéré les pays, ceux qui ont sensibilisé,
Ceux qui se sont intéressés à la dignité de certains pays, ce n'étaient pas nécessairement des natifs. Che Guevara, qui a lutté à Cuba, il n'était pas cubain. Et ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que quand il est venu au Congo pour essayer de leur expliquer comment faire la lutte, la résistance. La lutte pour la justice, c'est une responsabilité humaine. C'est qui nous incombe tous et toutes. Je ne suis jamais venue en Guinée en me disant, voilà, quand vous allez lire, vous allez savoir tout, parce que je commence par vous présenter pourquoi j'étais en Guinée. Et alors, c'est ça le premier chapitre. Et alors, le deuxième chapitre, j'essaie de comprendre la dynamique de la politique guinéenne. Pourquoi, justement, on a cette situation aujourd'hui. Et cela m'amène à étudier, justement, l'oppression, mais aussi son opposé, la résistance guinéenne. Ce que vous allez trouver dans ce livre, ce n'est pas seulement sur l'Axe. L'Axe, c'est le troisième chapitre qui leur est consacré, mais autour de ça, il fallait comprendre beaucoup de choses. Je vais aller chercher les racines de l'oppression étatique dans la Première République et comment tous les régimes qui ont suivi ont hérité. Et je trace, il y a 5 points d'héritage. Et je passe au tamis tous les régimes jusqu'au CNRD. D'ailleurs, je n'avais pas prévu d'écrire sur le CNRD. Parce que, vous vous souvenez, quand ils sont venus, et quand j'observais les Guinéens, ils étaient contents. Donc, j'étudie ça et je déduis l'héritage en 5 points et je passe au tamis tous les régimes. Malheureusement, ils cochent toutes les cases. Chaque régime, à sa manière, coche toutes les cases. Et alors, le troisième chapitre, bien sûr, je présente l'Axe, la naissance, parce que l'Axe, ce n'est pas venu un jour, boum, il commence à faire la... Non, il y a eu une progression. Et je vais très loin. Je parle de l'occupation spatio-politique qui est violente de Conakry. Et je pars aussi loin que dans les années 50. Et je parle des migrations des gens. Comment les gens, certaines personnes se sont déplacées du centre de la ville vers la dorsale de Conakry. Et comment ils se sont installés. Et je parle des phénomènes justement qui minent la résistance guinéenne. Je parle du FNDC, je parle de l'opposition républicaine, je parle de certains noms que vous allez retrouver là-dedans. Et je présente l'évolution de ces jeunes qui n'a pas été facile. Moi, j'ai tracé avec mes contributeurs qui ne sont pas ici, mais qui sont par honnêteté intellectuelle, je les ai mis à la fin du livre pour que vous voyez que j'ai travaillé quand même avec les gens qui étaient près de ces événements. On va tracer leur début dans les années 98 avec la naissance, avec le premier déguerpissement de Kapororai. Et on va voir que avec la crise socio-économique qui était en place, le dernier rempart de ces jeunes qui étaient leur foyer, leur habitat physique, va être détruit. Certains vont se retrouver dans la rue, certains vont aller vivre avec des familles, certains parents vont retourner parce que tout ce qu'ils ont construit pendant des années vient de s'envoler, comme ça, en un coup de démolisseurs. Et ils vont... Je suis contente que Kamano, excusez-moi, Monsieur Kamano est là, parce que c'est un artiste. Et une des choses, une des façons que ces jeunes-là ont utilisé au départ pour parler de leur douleur, pour lutter contre l'injustice, c'était justement à travers la musique. Donc ils vont d'abord prendre le rap comme leur héros du Bronx, des Noirs américains et tout, mais qui vont façonner à leur façon avec les langues locales. Donc il comprend, il en a parlé. Et d'ailleurs,
pour la question, comme vous avez dit que vous avez compris le titre. Toute personne qui va poser la question, je vais vous l'envoyer, n'est-ce pas? Et alors, on va avoir cette première prise de conscience. Il y a beaucoup de phénomènes aussi que je décris dans le livre. Il y a beaucoup de transhumanisme. Il y a des gens qui font la transhumance. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens dans la lutte, la résistance guinéenne. Il y a des gens qui luttent. Vous devrez. Quand vous voyez une personne, on veut le briser. Je parle de M. Kamano qui est assis à côté de moi. On prend ses enfants pour le faire taire et continuer à parler. Ça veut dire que vous avez la résilience, vous avez la détermination. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette détermination. Il y a des communautaristes, il y a des ventriotes, et puis il y a les patriotes. Et quand les gens qui sont sortis de la caverne de Platon, comme les jeunes de l'Axe, ils retournent pour aller leur dire la réalité, ces gens-là qui ne voient que les ombres, ils vont les détester. Parce que pour eux, la réalité, c'est encore ces ombres-là. Donc voilà, tous ces... Et j'ai été à Soweto, j'ai été au musée de Hector Son, le premier jeune qui est décédé, d'ailleurs c'était un enfant à l'époque. Donc il y a des dynamiques qui se ressemblent. Il y a un esprit imparable qu'on a essayé d'éteindre, qu'on a essayé de diviser ces jeunes-là. Pourquoi ils sont toujours là? Pourquoi on en parle? Pourquoi ils sont l'afro-baromètre, le baromètre de la légitimité et de la légalité en Guinée? Vous pensez? C'est cet esprit, celle qui ne s'éteint pas, celle qui est née en 1976, mais qui a accompagné la lutte de l'ANC jusqu'en 1994. Voilà donc cette comparaison, je l'ai voulu. Et quand vous allez lire, je prends point par point. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Et d'ailleurs, vous allez vous constater qu'il y a un des politiciens qui est au pouvoir aujourd'hui. C'est le premier qui les a appelés. Les jeunes de Soweto, il les a comparés. Mais il y a eu beaucoup d'autres comparaisons. Il y a aussi eu beaucoup d'autres noms. Il y a eu l'Axe du mal. Nous sommes loin de cette époque-là. Mais les autres les ont comparés à Tahir. Mais je réfute ça. Parce que Tahir, c'était, en quelques semaines, c'est fini. Et puis, l'objectif était enlever, je ne sais pas, Hosni Moubarak. C'était un sprint. La lutte des jeunes de l'Axe, c'est un marathon. Ce n'est pas comparable. Il y a eu la comparaison du professeur Banobari, qui les compare aux jeunes de la 3e génération des migrants. Je réfute ça. Ce ne sont pas des migrants, c'est des Guinéens. S'ils se sont déplacés, c'est l'exode rural, comme beaucoup d'autres Guinéens. Donc on ne peut pas... Et puis en disant que ce sont les migrants de la 3e génération, on occulte leur combat. Leur combat, ce n'est pas une question d'émotion. Parce qu'on a vu, si c'était l'émotion, ça serait éteint. On aurait acheté ça vite fait. Donc voilà, en quelque sorte, et alors, l'épilogue, je n'avais pas prévu de l'écrire. Quand j'ai vu, et j'ai été, au début, j'ai cru, moi aussi, j'ai dit, ah bon, les Guinéens, ils s'en sortent. C'est fini. Et d'ailleurs, j'avais fait une conférence vers la fin du règne de Condé et j'avais déclaré que c'était la fin du règne de Condé. Parce que tous les signaux étaient au rouge. Mais Dub se souvient, on nous insultait. On prenait nos photos, on mettait sur la toile. On passait toute la nuit pendant que nous, on dort tranquillement. Le matin, il y avait 400 commentaires. Et dans cette conférence, j'avais bien dit, vous êtes en fin de règne. Il faut bien que vous vous prépariez à une transition. Et la transition, on la prépare. Aujourd'hui, si vous êtes en train de lutter, que vous n'avez pas un plan de transition, ce sera la même chose. Il y aura quelqu'un qui va venir changer le régime. Vous n'aurez pas de plan à lui proposer. Et ça va être donc quand vous faites la lutte, vous allez voir, nous avons aussi, sur la page sur laquelle on travaillait, Dib, Baï Saliou et moi, et les autres qui ne sont pas ici,
on a commencé à mettre des thématiques. Parce que la lutte a une connaissance stratégique. Si tu n'as pas une connaissance stratégique, tu peux lutter, et puis un jour, voilà, tu t'essouffles, etc. Mais surtout, il faut une connaissance stratégique post-lutte pour justement éviter une vacance de programme politique comme vous avez eu en Guinée. Voilà, tout ça, on a essayé de mettre ça. Donc, ce n'est pas juste une histoire de « on a tué les jeunes de l'Axe, on va pleurer ». Quand je suis arrivée, je me suis dit, dans les autres pays, dans mon pays d'ailleurs, j'ai lutté pour qu'on mette les femmes dans les accords d'Arusha. Parce que les discussions avaient commencé entre les belligérants. Et il n'y avait aucune femme, alors que c'est elle qui porte la lourde tâche, voilà, des conséquences de la guerre. Partout où j'étais passée, j'établissais, c'était des conférences ou bien des motions, etc. Mais avec les jeunes Guinéens, j'ai adopté la posture d'une pédagogue des opprimés, d'une pédagogue de la libération. Pourquoi? Parce que d'abord, c'était des jeunes. Et puis, c'était des jeunes qui, voilà, ils ont vraiment la bonne volonté, ils ont la résilience, ils ont la détermination, mais ils ont aussi besoin d'avoir d'autres savoirs stratégiques dans la lutte. Et de voir aussi qu'il y a des voix qui comprennent leur lutte, des voix qui ne sont pas guinéennes. Ça aide. Quand les jeunes de Soweto ont vu la pièce de théâtre, qui était écrite en français, ils ont traduit ça en anglais. Et ça les a aidés de voir qu'il y a des gens qui croient dans leur lutte. Et d'autres personnes. Je sais qu'on a dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit, il n'y a qu'un seul document scientifique qui a été écrit sur eux. Et c'est un bon document, franchement, je vous recommande. Sauf que la personne qui a écrit, il ne savait pas qu'ils vont prendre juste son titre pour utiliser ça comme une munition contre les jeunes de l'Axe. Parce qu'il a dit, les bandes, je ne sais pas quoi, de Conakry, lui, il était de bonne foi, hein, c'est un scientifique. Et il déconstruit ça d'ailleurs dans le livre. Sauf que, il y a une soeur qui m'a dit ce matin qu'il y a des gens qui sont des titrologues, qui vont voir votre titre et qui vont faire toutes les analyses sur le titre, sans lire le livre. Ce n'est pas scientifique, ce n'est pas intellectuel. Donc, voilà, j'ai écrit l'épilogue sur le CNRD. Voilà, à résumer le contenu du livre. Je ne voudrais pas terminer sans d'abord remercier le Seigneur d'ailleurs qui m'a donné la force et qui m'a donné des personnes sur mon chemin qui ont pu m'éclairer. Je voulais aussi remercier ceux qui ont pris le contre-pied et ceux qui, d'ailleurs, qui nous insultaient, parce qu'ils vous permettent, ils m'ont permis de pouvoir analyser, de pouvoir comprendre certaines choses, de pouvoir comprendre qu'on avait jeté le pavé dans la mare. Et que, voilà, quand les gens s'échauffent, ça veut dire que ce sujet les intéresse, même s'ils ne sont pas pour le point de vue que vous avez pris. Et c'est déjà ça la lutte. Je voudrais remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, d'abord mes contributeurs, en tête Bouria, qui est ici avec nous, Bali Saliou qui est ici. Je voudrais remercier ceux qui ne sont pas ici, Tofan, Dr Bella, Tess, sénateur, Nabile Kamara, Maître Babatiti, tous ces gens-là, chaque fois que j'avais une question, ils étaient disponibles pour la réponse. Monsieur Boubacar, Suisse. Monsieur Boubacar So, qui est en Suisse. Je voudrais aussi remercier ceux qui ont porté le livre indirectement, comme le couple de Diallo, qui m'a accueilli en Afrique du Sud et qui m'a amené à Soweto chaque fois que j'avais besoin d'y être, et dans tous les musées qui m'ont permis de comprendre la lutte. Parce que les luttes sont les mêmes. La lutte du FNDC, la lutte de l'opposition républicaine, c'est la même lutte. Seulement, elle a peut-être des trajectoires différentes. Et dans mon livre,
je salue toutes ces luttes-là parce qu'elles font partie de la même résistance. Je voudrais aussi remercier une personne qui n'est pas ici, à qui j'ai dédié d'ailleurs le livre, lui et sa mère, parce que c'est les premiers Guinéens que j'ai eu à rencontrer. Ils vivaient dans la même concession que moi, à Nairobi. Et M. Imran Bari, qui travaille à Total Energy, c'est un cadre exécutif de Total Energy, il vivait, lui et sa femme, dans la concession où je vivais. Et quand je suis partie en Guinée, la première fois, vous allez voir pourquoi je suis partie en tant que jeune professionnelle des Nations Unies. Il m'a donné l'adresse de sa maman et son téléphone. Et sa maman, c'est à travers elle que j'ai rencontré la Guinée bienveillante. Parce que la Guinée, c'est aussi un pays de personnes très bienveillantes, très accueillantes. Ma soeur qui est en train de faire ici, elle vient des îles Comores. Son frère a vécu là-bas et il a des très très bons souvenirs. Donc, voilà, il y a aussi beaucoup d'entre vous qui ont commenté sur mes posts et tout. Vous savez quoi? Vous avez contribué à l'écriture de ce livre et je voulais remercier tout le monde qui est ici, m'excuser du retard et vous remercier encore une fois et vous recommander à lire le livre, mais surtout à prendre conscience de la lutte de cette jeunesse. Dans notre époque, la jeunesse ne devrait pas être occupée à lutter pour ses droits. Elle devrait être là à profiter des droits. Donc c'est une question qui nous est tous lancée, pas seulement pour la Guinée, il est question de la Guinée ici, mais partout en Afrique. Je vous remercie.